Tout le Un monde. webinaire, un webinaire pépite, il faut l'enregistrer. Oui, webinaire Pépite, il faut l'enregistrer. Bienvenue pour ce deuxième jeudi de la CEC. Et le sujet aujourd'hui, c'est les enjeux de l'eau et de la biodiversité dans l'entreprise. Et en attendant de commencer, on vous propose de vous renommer et, avec votre prénom, le nom de votre organisation et si vous êtes alumni, le nom, votre parcours. Et on va commencer dans une minute. Et voilà, renommez-vous, bienvenue. On est content de vous voir si nombreux. Et c'est bon, c'est parti là. On a notre quorum là, avec Oui, 150 on y personnes va. On y connectées. va alors. C'est parti. Ouais. Trop bien. Donc, on vous Ben pose alors pour... Vas-y, ouais. on commence par une petite question un peu traditionnelle sur nos réunions du jeudi. Merci d'être là, connectés de toute la France, de tous les parcours. Ça fait hyper plaisir de vous retrouver. Sur cet enjeu, qui est un enjeu bien sûr capital, fondamental. On va parler d'eau et de biodiversité. Et donc, si vous pouvez mettre dans le chat cette petite question icebreaking, une note de 1 à Désactiver votre 10, son. Il y a eu un truc qui s'est écrit. entre 1, c'est finalement un enjeu pas encore identifié sur votre dépendance, et 10, ce serait une stratégie eau biodiversité pleinement intégrée dans vos stratégies d'entreprise, dans vos feuilles de route. Donc voilà, on va voir où est-ce que vous vous situez de 1 à 10 pour voir un peu les forces en présence. Alors, on regarde dans le chat. Bon, on a déjà presque des experts. J'ai fait passer des 10 et des 9. Donc ça, c'est super. N'hésitez pas à intervenir. Mais on a aussi des 1 et des 2, des 3 aussi. Donc voilà. Donc là, on a sur des personnes qui sont plutôt sur un webinaire de marchepied sur ces enjeux. Merci beaucoup. On est à peu près sur une moyenne de 5, j'ai l'impression. Eh ben, on y va peut-être, Angela, sur les consignes, et puis on va démarrer assez vite avec Charlène. Oui, les consignes. Donc, on enregistre, comme vous avez vu. Donc, vous aurez accès au replay. Le replay, il sera accessible sur la chaîne YouTube de la CEC. On marche avec le micro à mute. On a un temps pour les questions, mais vous pouvez commencer à poser vos questions dans le chat. On va les lire et donc il y aura un temps pour les questions après. Avec vous aujourd'hui, donc il y a moi, il y a Eric, que vous avez déjà vu, il y a Yves qui va être notre maître de cérémonie aujourd'hui et Yves est le coordinateur de la biodiversité au sein de la CEC et il a d'autres casquettes aussi au sein de la CEC. On a le grand plaisir d'avoir Charlène Descolonges qui va être notre experte aujourd'hui et deux alumni, Khaled et Laure Khaled, qui est cofondateur d'Innovaya, et Laure, qui est la dirigeante de l'Aromatique. Khaled, il a fait le parcours Océan et Laure, elle a fait le parcours Normandie. Voilà. Et Alors, voici. sur le Ouais. déroulé, c'est notre déroulé classique. Vraiment, on a un éclairage, un avis d'expert. Donc là, on a de la chance d'avoir notre hydrologue, une de nos hydrologues stars, avec Charlène. On va beaucoup apprendre et puis elle nous a préparé un contenu rien que pour nous, notamment sur le lien aussi pour les entreprises, sur ces enjeux-là. Et puis donc, les deux témoignages d'alumni sur du très concret. Et puis des moments de résonance et des questions de votre part qu'on prendra dans le chat. On sera tous très frustrés, il faut le savoir, à 13h55 parce que c'est un enjeu colossal. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en système. Et puis, on a vraiment cette promesse de tenir le déroulé jusqu'à 13h55 parce qu'on sait que vous aurez besoin de 5 minutes avant de démarrer votre après-midi. Et donc, on va faire attention à ça. Et ben c'est parti. On commence peut-être, Angela, avec du point de vue de la CEC. Simplement, moi, mon message, il est là, puisque finalement, on va parler d'écosystème, biodiversité aquatique. Bah, nous aussi, la CEC, on veut faire écosystème. Et donc, peut-être la grande nouveauté de 2026, puisque là, on a beaucoup d'alumni qui viennent des territoires,
c'est que on travaille à la fois sur cet ancrage dans les territoires, faire atterrir vos feuilles de route, vous aider, créer ces communautés alumni, travailler sur des projets de coopération en territoire. Et puis, on essaye d'avoir l'impact maximal pour la CEC avec ces dimensions plus verticales de dynamique thématique au niveau national. Donc, vous voyez ici 9 qui sont déjà, je dirais, investis par les équipes CEC avec nos alumni chefs de file sur ces sujets. Et puis, trois nouveaux sujets aussi qu'on veut essayer de faire advenir en 2026. Donc voilà, c'est notre dynamique thématique. Et puis, il y en a une qui nous tient à cœur, notamment depuis l'arrivée du parcours Océan. C'est sur les enjeux des produits de la mer. Et pas seulement la pêche, hein, mais tout ce qui vient de la mer. Et puis, effectivement, du cycle de l'eau, qui est un enjeu transverse pour tout le monde. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas une entreprise qui n'est pas concernée par le cycle de l'eau et la biodiversité. Et puis, j'en profite très vite pour vous dire que nous avons des parcours ouverts à candidature. Il y en a certains qui sont en train de se lancer cette semaine ou la semaine prochaine. Il reste quelques places un peu partout en France. Donc, n'hésitez pas. C'est un peu les derniers moments d'embarquement en Île-de-France, en Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire aussi, premier parcours CEC. Premier parcours CEC aussi en Occitanie, avec une cohorte assez incroyable déjà de 50 entreprises engagées. L'Ouest qui démarre cette semaine, Bourgogne-Franche-Comté d'ici le mois de mai, Massif Central aussi, et la Provence-Méditerranée, un troisième parcours aussi avec une très belle cohorte. Donc voilà, si vous connaissez des dirigeants d'entreprise que vous voulez embarquer dans le système CEC, c'est le bon moment et merci aussi d'être nos ambassadeurs. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, à toi, Charlène, pour ce moment. On va plonger avec toi sur les enjeux de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ouais, ravie Charles, de... je vais peut-être me permettre de te présenter Oui, avant, bien sûr, Yves, si vas-y. tu permets. Ça va un peu vite. On est tellement pressé par le temps, en fait, voilà, qu'on va trop vite. Alors, si vous êtes connecté ce jour, c'est que vous savez que nous faisons face à un dérèglement du cycle de l'eau, de sa disponibilité, de sa qualité, de sa répartition. Elle est ou trop rare ou trop abondante. On l'a vu avec les inondations récentes. Comment cela bouleverse la biodiversité? Comment on fait face aux défis de l'eau dans nos entreprises? Alors, pour aborder ce sujet, on accueille bien sûr Charlène. Merci Charlène d'être avec nous. Donc, pour te situer, tu es ingénieur hydrologue spécialisé dans la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Et tu as cofondé une association, PUR, P-U-H-R. On a mis le lien sur la slide que l'on voit. PUR, ça veut dire pour une hydrologie régénérative qui vise à restaurer le cycle de l'eau à l'échelle des territoires pour améliorer leur résilience face aux sécheresses, aux inondations et à l'érosion. Et si, comme moi, le sujet vous passionne, alors Charlène a écrit plusieurs livres. L'eau, Fake or Not, c'est une collection qui existe déjà avec un certain nombre d'ouvrages. Ça, c'était en 2023. Mais tout récemment, pas plus tard que le mois dernier, tu as sorti le 4 février Eau Vive chez Actes Sud, dans lequel tu nous proposes de renverser notre manière de reconsidérer l'eau douce et les hydrosystèmes dont nous dépendons, évidemment. Alors, on va te laisser 15 minutes pour caractériser les enjeux de l'eau et de la biodiversité. Et puis, on te retrouvera après l'intervention de nos deux alumni, Laure et Khaled, pour caractériser, rebondir sur le sujet de ce qui aura été partagé. Et on aura ensuite un petit temps de questions-réponses où tu pourras aussi répondre aux questions qui sont posées. Voilà. On te laisse peut-être partager ton écran et prendre la main de la présentation qui arrive. Merci. Merci beaucoup, Yves, pour cette introduction. Est-ce que vous voyez bien l'écran en plein écran? Parfait. Génial. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est une période assez intense avec la sortie de mon dernier livre, Eau vive, pour une hydrologie régénérative. J'ai que 15 minutes, alors je vais essayer d'être assez concise et rapide, mais c'est encore une fois très dense pour celles et ceux qui m'ont déjà vu dans un des parcours de la CEC. Une présentation un peu inédite, mais on terminera par les perspectives offertes par l'hydrologie régénérative et la manière dont vous pouvez vous en saisir. Euh, donc avant ça, on parlera un peu d'actualité sur l'eau. Il y a eu pas mal de choses ces derniers temps, de publications. Évidemment, je ne pouvais pas tout dire, mais il m'a semblé intéressant de m'arrêter sur des points importants pour vous éclairer dans vos réflexions.
en tant qu'entreprise. La première, c'est celle du rapport de l'ONU. Vous n'êtes pas passé à côté, je pense, qui déclare que le monde est dans une situation de faillite mondiale. Alors, ce rapport a un agenda, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la perspective de la réunion des conférences unies, la conférence de l'eau des Nations Unies qui se tiendra normalement aux Émirats Arabes Unis en décembre 2026, si la situation géopolitique le permet. En tout cas, il y avait cette intention de porter à connaissance des décideurs politique et économique cette situation de banqueroute financier, de banqueroute hydrique. C'est the bankrupt qui a été vraiment utilisé par les auteurs de ce rapport et donc qui considère, enfin qui essaie de faire une comparaison entre les ressources en eau dont on dispose, les usages que l'on en fait et faire un équilibre entre les ressources dites superficielles, donc à recharge rapide, que sont les eaux de surface, l'humidité des sols, et les ressources à recharge lente, comme les eaux souterraines, les eaux très profondes notamment, et les glaciers. Et donc c'est vraiment au niveau de ces deux ressources-là qu'ils ont comparé à des livrets d'épargne, et ben, qui sont en véritable situation de déséquilibre quantitatif par rapport à la demande en eau qui explose. Donc, je vous renvoie vers la lecture de ce rapport, hein, qui est vraiment très riche et très fort dans les mots qui sont employés, et qui se termine par 5 grands principes de gouvernance par rapport à une situation de faillite hydrique. Et c'est d'abord de dire la vérité sur la situation, sur les dégâts potentiels et l'impossible retour à la normale de certaines régions du monde qui ont atteint un tel déficit que le retour à la normale semble impossible. Et donc, il préconise vraiment de dire la vérité sur cette situation et d'éviter la maladaptation. Peut-être que ça reviendra dans les questions sur cette notion de maladaptation et les solutions qui sont avancées et qui peuvent s'apparenter à de la maladaptation. Ils encouragent véritablement de prioriser la prévention en protégeant ce qui reste des hydrosystèmes sains, que sont les sols, les zones humides, les aquifères, la cryosphère, mais les hydrosystèmes d'une manière générale, et d'ajuster notre demande en eau par rapport à la capacité de ces hydrosystèmes à nous fournir de l'eau. Et donc, il va falloir évidemment, inévitablement, réduire, réallouer nos usages par rapport à la ressource en eau disponible. C'est ce mouvement-là qui est vraiment préconisé par les auteurs. Et évidemment, sur certaines régions qui sont en situation de faillite, mais structurelle, ce sera de protéger les populations, les habitants, les populations vulnérables notamment, et de partager les pertes équitablement. On voit aussi les parallèles avec le changement climatique, hein, et construire des institutions qui s'adaptent au fil de la situation, puisqu'en rentrant dans cette phase d'incertitude et de bouleversement, nos instances de gouvernance devront s'adapter à chaque fois à ces situations de crise. Il y a vraiment cette distinction de fait, entre la crise et la faillite. La crise, c'est quelque chose d'assez ponctuel, mais qui revient de manière fréquente. La faillite, c'est vraiment encore plus loin, encore plus fort, en disant que on va être confronté à ces situations d'instabilité structurelle. Alors, je tiens à dire ici quand même que c'est une comparaison et qu'il ne faut pas prendre non plus cette comparaison au pied de la lettre, puisque les hydrosystèmes ne sont pas des comptes en banque. Il faut vraiment le voir comme un état de la situation, mais je tiens à dire que les hydrosystèmes ne fonctionnent pas comme des comptes en banque. Donc ça, on pourra y revenir, mais c'est important pour moi de le dire ici. En France, avec l'actualité, vous l'avez vu, nous sommes dans une situation à l'heure actuelle qui est assez contrastée. Là, c'est la petite météo de l'eau pour vous donner quelques infos. D'après le dernier bulletin de situation hydrologique qui est disponible sur Eau-France, il faut savoir que l'année hydrologique, elle commence le 1er septembre de chaque année. Donc, si on regarde ce qui s'est
est tombé depuis le 1er septembre 2025, on voit qu'il y a des situations très hétérogènes en France, notamment le bassin Seine-Normandie et le Grand Est et le Sud-Est et le quart sud-est de la France qui sont qui enregistrent des déficits de pluie allant de environ un quart de pluie déficitaire et sur le reste du pays, des pluies excédentaires qui se sont manifestées par des crues très importantes, des crues majeures qui se sont généralisées entre janvier et février, hein, conséquemment aux 35 jours de pluie ininterrompue. Et donc, on a cette réponse hydrologique contrastée dans les débits, dans les sols aussi, et surtout les nappes. Il faut regarder maintenant la recharge des nappes pour savoir est-ce qu'on va devoir faire face à une nouvelle sécheresse cette année. Difficile à dire aujourd'hui, mais par contre, on regarde que les nappes, qui sont notamment les nappes profondes, n'étaient pas dans une bonne situation au début de l'année sur le pourtour parisien et dans l'est de la France. Néanmoins, la recharge s'active, mais là, vous voyez bien les températures printanières, il faut estimer qu'à partir de mi-mars, c'est la végétation qui va prendre l'eau qui tombe. Donc, la recharge des nappes va progressivement s'atténuer, s'arrêter à partir du mois de mars. Donc, la situation semble être plutôt favorable sur une bonne partie de la France, mais il y en a une autre qui, elle, commence avec le printemps et ensuite l'été, avec des déficits en eau dans les eaux souterraines. Donc, prudence. Ça ne veut pas dire que nous sommes prémunis d'une sécheresse cette année. Alors, autre actualité, celle du plan eau. Vous vous souvenez donc cette sécheresse historique de 2022 qui avait donné lieu à ce plan eau exceptionnel qui a été déclenché par le gouvernement. Donc c'était un plan qui était vraiment en réaction à la situation, donc à la nécessité d'agir sur le plan quantitatif. Donc c'est un plan qui était destiné à vraiment axer l'action sur la sobriété et la réutilisation de l'eau. Vous voyez que jusqu'à présent, je n'ai pas encore parlé de biodiversité, hein, mais le plan eau, pareil, ne s'est pas du tout intéressé à cette question de la biodiversité. D'après le bilan provisoire, à 30 mois après le déclenchement du plan eau, officiellement, on a un bilan plutôt dynamique, positif, avec le trois quarts des actions annoncées qui ont été réalisées ou sont voilà, plutôt bien avancées, et le quart restant en cours. Je vais pas m'attarder sur ces chiffres. Pour avoir épluché un peu ce rapport intermédiaire, il y a des inquiétudes qu'il faut quand même souligner. Ce n'est pas très encourageant, dans le sens où, dans le plan eau, il était prévu deux mesures qui sont très structurantes et très attendues par les décisionnaires et les gestionnaires de l'eau en France. Ces mesures ne viennent pas, ou elles sont incomplètes, ou elles sont repoussées. Il s'agit du budget des agences de l'eau. Vous savez, les agences de l'eau sont très importantes dans la politique de l'eau en France. Il était annoncé d'augmenter leur budget de 475 millions d'euros par an. Et là, au dernier bilan, au cours des 2 dernières années, nous sommes arrivés à péniblement plus de 300 millions d'euros en plus dans les budgets. Mais ce qui était encore plus attendu et important, c'est la suppression de ce qu'on appelle le plafond mordant des agences de l'eau, qui les empêche de recevoir plus de recettes que les règles de financement ne leur permet. Donc en fait, l'excédent des recettes des agences de l'eau qui sont liées à des redevances sur l'eau potable, des redevances pollueurs-payeurs, etc. Tout l'excédent, il est reversé dans les caisses de l'État. Donc il était demandé de supprimer ce plafond des recettes et des dépenses de l'agence de l'eau pour avoir un vrai effet levier de transition pour les collectivités et les entreprises. Donc, cette suppression du plafond n'est plus d'actualité, voire même il y a une régression, puisqu'elles ont été ponctionnées de 130 millions d'euros sur la trésorerie lors de l'exercice 2025.
On attend les conclusions du projet de loi finances de 2026, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en réponse à la crise agricole actuelle, il y a des reculs très inquiétants, notamment sur la question de la politique de la qualité de l'eau, la qualité de l'eau au robinet. En ce qui concerne les pesticides, on est clairement dans un échec global de toutes les politiques qui ont été menées jusqu'à présent, ou en tout cas on va pas suffisamment, on va pas très loin, pas assez loin par rapport à ce qui est attendu. Et on voit en interne des choses vraiment étranges sur déjà la suspension du groupe de travail sur les captages d'eau potable et un SAGE, donc un document de planification local qui a été ajourné par le préfet en Bretagne parce que par la pression des représentants du monde agricole. Donc il y a vraiment une véritable pression aujourd'hui sur la question de l'eau, que ce soit de la qualité et de la quantité. Il y a vraiment besoin de redonner du pouvoir au local, mais aussi que l'État suive et on va dire ne joue pas reste cohérent dans sa politique nationale. Il y a une politique nationale, vous l'aurez compris, elle peut faciliter ou au contraire entraver toutes les politiques en matière de protection de l'eau en France. Mais néanmoins, cette question de l'eau, la gouvernance de l'eau, elle reste locale. Et je vous invite à regarder sur cette carte de quel sous-bassin versant dépendez-vous, de quel sous-bassin versant dépend votre entreprise. Ça, c'est la première question à se poser lorsque l'on est dirigeant d'une entreprise, de quelles ressources je dépends et de quel bassin versant je dépends. La gestion de l'eau en France, elle a ceci de particulier d'être territoriale, spécifique à chaque territoire. Chaque bassin versant a ses caractéristiques et les usages aussi sont très spécifiques à un territoire. Donc, première chose à faire, savoir de quelle rivière et quel hydrosystème je dépends. Là, je viens de dire un gros mot, hydrosystème. Je dis juste une petite définition avant d'avancer sur la suite. Les hydrosystèmes, permet de nommer la complexité des interactions entre les eaux de surface, les eaux souterraines et le bassin versant. Le bassin versant, c'est ce que vous voyez représenté sur la droite, c'est cette cuvette délimitée par la ligne de partage des eaux. Et dans cette cuvette circule l'eau bleue, donc l'eau dans les petits cours d'eau, les fleuves, les nappes, éventuellement les glaciers si on est sur un bassin glaciaire. Et voilà, donc il y a déjà cette complexité-là, mais il y a aussi au niveau des plaines alluviales notamment, une connexion entre la rivière et la nappe d'accompagnement. Et cette connexion, elle est fondamentale, elle est vraiment très importante pour avoir de l'eau en été et pour aussi atténuer les pics de crue en hiver. Les nappes alluviales permettent d'absorber les excédents d'eau. Donc cette connexion-là, elle est très importante et elle n'est permise que si l'on a de l'espace latéral autour des rivières. Et si vous m'avez vu en conférence, vous comprenez que cet espace latéral a été perdu. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que cette notion d'hydrosystème, elle révèle aussi de nombreuses connexions avec le vivant, avec les processus inhérents au vivant. Et donc là, je vous renvoie à la lecture de Eau vive qui l'explique très très largement comment et pourquoi c'est important d'invoquer, de replacer le cycle de l'eau, notre perception du cycle de l'eau par le prisme du vivant, puisqu'il n'y a pas une goutte d'eau qui n'est pas influencée par le vivant terrestre. Et encore moins marin, vous le savez. Donc il y a vraiment besoin de changer notre regard et notre perception, ce qui ouvrira la voie à l'hydrologie régénérative. Mais avant ça, pour répondre concrètement à des besoins assez pratiques des entreprises, par où commencer? Il y a plein de choses à faire. Si on ne parle que de l'eau bleue, je ne parle que de l'eau bleue là, à la différence de l'eau verte que je vais introduire après, si on ne se concentre que sur l'eau bleue, une des premières questions que je vous ai suggérées, c'est de savoir de quelles ressources votre entreprise dépend. Est-ce que c'est une eau superficielle? Est-ce que c'est une nappe? L'eau qui est utilisée, donc vous pouvez faire des diagnostics gratuits, notamment avec AquaRepère. Aller plus loin si vous avez besoin d'une étude hydrologique. Si vous voulez comprendre les bases, il y a effectivement mon cours en ligne sur la plateforme Sator. Ça permet de comprendre quelles sont les dépendances de votre entreprise par rapport aux ressources en eau, qu'elles soient locales
ou étrangères. Vous pouvez aussi dépendre des ressources en eau des régions ou des pays voisins, pays ou régions qui sont soumises à des stress hydriques. Donc ça, c'est aussi important de comprendre quels sont les risques par rapport à la situation hydrologique de ces régions ou de ces pays. Quels sont les besoins actuels et futurs en prélèvement et en consommation? La différence étant entre prélèvement et consommation que l'eau consommée part de l'hydrosystème. Elle ne revient pas directement dans le milieu. C'est l'eau qui est utilisée pour irriguer les cultures, par exemple. C'est l'eau qui est utilisée par les centrales nucléaires en circuit fermé. Ça, c'est de l'eau consommée. Donc, vous pouvez installer des compteurs d'eau, c'est la première chose à faire, évidemment. Des outils de supervision pour comprendre et évaluer concrètement où sont les principaux postes de consommation et donc les potentiels d'économie d'eau. Vous pouvez aussi évidemment étudier l'opportunité de solutions sèches, que ce soit pour les toilettes, pour le lavage, etc. Ça, je donne beaucoup ce sont des pistes qui s'appliquent très bien dans un contexte industriel. Et une fois qu'on a fait un peu tout ça, toutes ces mesures de sobriété, de comptage, etc., on peut se poser la question de substituer une partie de l'eau du réseau par des eaux non conventionnelles. Donc soit récupération eau de pluie, soit de la réutilisation des eaux usées traitées, retraitées. Donc pour tout un tas d'usages. L'avantage du plan eau de 2023 a permis de déverrouiller certains usages, des verrous réglementaires sur la réutilisation des eaux. Mais il y a encore des attentes en termes de potentiel d'application. Mais je mets quand même un point d'attention sur cette fameuse question de la reuse. Ce n'est pas non plus la panacée. Ça va pas éviter les stress hydriques et les crises de l'eau. Il faut avoir vraiment conscience qu'on rentre encore une fois dans une ère on est déjà dans une ère de la faillite hydrique avec des extrêmes de sécheresse et de pluie qui sont déjà très présentes. Charlotte, je me permets si on peut accélérer un petit peu parce que le Oui, timing passe vite malheureusement, comme tout d'hab. à fait. Dernier, alors je donne quelques exemples, mais je pense que je vais surtout laisser la parole aux alumni pour montrer les démarches qui ont été mises en œuvre. On se focus souvent sur l'eau bleue, mais on ne pense pas forcément à l'eau qui sort du système. Donc posez-vous aussi la question dans quelle qualité est-ce que je rejette l'eau dans le milieu. Ça, c'est vraiment très très important. Et voilà, quelques exemples qui m'ont inspiré du groupe RATP qui se pose pas mal de questions en temps de crise. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on arrête lorsqu'il y a des crises de sécheresse? Est-ce qu'on peut réutiliser une partie de l'eau pour l'arrosage l'irrigation des pelouses, de tramways? Enfin, ils se posent pas mal de questions. Ils sont vraiment dans une optique de gestion de crise et de sensibilisation de tous les métiers qui sont dans le groupe RATP. Évidemment, vous connaissez Pocheco, je ne vais pas vous le représenter, mais il y a aussi une réflexion très poussée sur l'utilisation de l'eau de pluie et comment aussi préserver la biodiversité sur le site. Mais je terminerai évidemment sur les perspectives offertes par l'hydrologie régénérative, car c'est la seule qui, pour moi, va permettre de répondre à grande échelle à tous les enjeux liés à l'eau. Et quand je dis les enjeux, ce sont les risques de sécheresse, d'incendie, d'inondation, d'érosion des sols et de la biodiversité. Donc l'hydrologie régénérative, telle qu'on l'a définie avec l'association, c'est une science qui est en cours d'émergence. Elle porte sur la régénération des cycles de l'eau par le prisme du vivant. On se base sur un certain nombre de principes, principes de ralentir, infiltrer, stocker l'eau dans les sols, dans les sous-sols, dans les paysages, autour d'un triptyque eau, sol, arbre, et on décline ces principes en adaptant à chaque contexte, à chaque enjeu, dans des milieux forestiers, agricoles, rivières et urbains. L'application à grande échelle n'est valable en hydrologie qu'à l'échelle des bassins versants. Aujourd'hui, les projets pilotes que l'on a menés, ils sont surtout dans un contexte agricole, sur quelques parcelles, mais on a vraiment l'intention de fédérer à l'échelle du bassin versant, en fédérant les pratiques qui existent déjà parfois en milieu forestier notamment, la libre évolution, le dédrainage, remettre du bois dans les ruisseaux, euh, des pratiques de couvert continu en milieu forestier, tout un tas de choses
qui permettent de régénérer les hydrosystèmes en milieu forestier. En milieu agricole, il y a énormément de choses qui sont faites aussi pour ralentir les ruissellements, les infiltrer dans des noues, ou les fameuses baissières que l'on monte souvent avec une haie plantée sur le petit bourrelet en terre. Il y a des mares d'infiltration, il y a énormément de choses qui ont été faites là au cours des 2 dernières années sur nos projets pilotes et on va bientôt publier les retours d'expérience qui sont très très encourageants. Il existe aussi en milieu urbain, et là ça concerne aussi on va dire les sites sur lesquels vous travaillez, c'est de transformer nos villes entonnoirs en villes éponges. Il y a tout un tas d'acteurs qui travaillent déjà sur la question depuis plus de 30 ans en France, mais ça c'est de plus en plus encouragé pour désimperméabiliser, végétaliser et plein de pratiques autour de l'eau en milieu urbain. Et enfin, et là c'est plus mon secteur et je terminerai là-dessus, les milieux rivières, ou comment travailler en alliance avec les castors pour réduire à la fois les risques de sécheresse, d'inondation, et le castor étant une espèce ingénieure et clé de voûte, c'est-à-dire que si vous enlevez le castor, vous enlevez avec lui tous les insectes, les oiseaux, les chauves-souris, les libellules, toutes les autres espèces qui dépendent de ces habitats. Donc on a vraiment à cœur de travailler en alliance avec le végétal et le castor et les autres espèces qui ont ce rôle de clé de voûte des hydrosystèmes en bonne santé. Donc, je sais que c'est frustrant, mais je vais pas pouvoir vous en parler plus longtemps. En tout cas, il y a vraiment un certain nombre d'acteurs que vous pouvez déjà solliciter en tant qu'entreprise. D'abord, les agences de l'eau. Vous en avez une sur votre territoire, obligatoirement. Il y a le CEREMA, l'ADEME, la Banque des territoires et j'ai mis aussi l'AFNOR qui commence à se pencher sur les certifications liées à l'eau et à la biodiversité. Donc, n'hésitez pas aussi à les solliciter. Voilà pour moi. Merci pour votre attention et on poursuit la présentation avec les questions. Bravo, merci Charlène. Désolé de t'avoir fait prendre un TGV pour partager tout ce que tu avais à nous dire. Merci aussi pour toutes les informations très actuelles, hein. Je vois que c'est des études et des relevés hydrologiques de ce début d'année, donc c'est très très cohérent avec l'actualité. L'idée, c'est de passer la parole maintenant à nos deux alumni. Donc peut-être que Angela, tu peux remettre le visuel avec les deux visages de Khaled et de Laure. Alors, on avait prévu de laisser la parole d'abord à Khaled. Khaled, tu es cofondateur d'Innovaya, une entreprise qui a un impact dans le traitement de l'eau. On te laissera peut-être présenter ton entreprise et te présenter toi-même. Et tu es alumni du Parcours Océan, CEC Océan, qui s'est terminé il y a quelques mois. Et ensuite, on donnera la parole à Laure. Donc, on est parti pour quelques minutes avec toi, 5-7 minutes. Khaled, est-ce que tu es avec nous et est-ce que tu peux nous dire donc ce que fait Innovaya et comment, en fin de compte, ces enjeux de l'eau résonnent pour vous, enjeux de l'eau et biodiversité, bien sûr. Merci à toi. Ouais, bonjour Yves, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je suis Khaled El-Mezayen, je suis président et cofondateur d'Innovaya. Innovaya, c'est une société spécialisée dans le traitement de l'eau. On est une quarantaine de personnes et on est basé dans le sud lyonnais, à Chasse-sur-Rhône, dans l'épicentre des problématiques de PFAS et que vous connaissez peut-être. Et puis, on a également une filiale avec le groupe SOR qui s'appelle Odali et on est une quinzaine de personnes à Paris. Euh, donc, euh, Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on réinterroge un petit peu les usages et on est spécialisé dans la décentralisation du traitement de l'eau. Quand je suis arrivé à la CEC, si je peux faire un petit témoignage par rapport à la CEC, au départ, je pensais vraiment déjà travailler sur un sujet environnemental, hein, parce que Innovaya, ça a 8 ans, on a fêté nos 8 ans récemment. Et Justine, ma cofondatrice, et l'un de nos investisseurs, Yannick Chamings, nous ont connectés aux gens de la CEC. Bon, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que en fait, je pensais vraiment être hyper connecté au sujet. Et en fait, honnêtement, je pensais vraiment qu'on était vraiment au-delà des réflexions. Et en fait, en réalité, la CEC a profondément transformé notre regard. Parce qu'avant, comme beaucoup d'entreprises, nous étions vraiment dans une logique assez classique. Il faut optimiser, réduire, améliorer les traitements. Voilà, c'était ça notre approche, un peu comme disait Charlène, voilà, très, très industrielle comme approche.
Mais la CEC, elle nous a poussé à nous poser une question, la question vertigineuse, hein, c'est comment faire pour qu'un jour on n'ait plus besoin de nous. Et c'est vraiment une question inconfortable, mais elle oblige à repenser vraiment son rôle et à nous reconnecter à notre raison d'être. Et, euh, et donc, bah, ça nous a permis de prendre conscience que le sujet était beaucoup plus systémique. Il fallait qu'on continue à penser l'eau il fallait qu'on pense l'eau, qu'on arrête de penser l'eau comme une ressource industrielle ou comme une utilité dans un process, parce qu'en fait, en réalité, on fait partie du grand cycle de l'eau, quoi. Voilà. Comme tous les êtres vivants, en fait. Et quand on comprend cela, ben, on comprend aussi que chaque décision locale peut avoir un impact sur un territoire, sur les écosystèmes et donc sur la biodiversité indirectement. Donc, comme le disait très clairement Charlène, et aussi bah, de réfléchir à l'échelle d'un territoire et vous l'avez vu à l'échelle d'un bassin versant. Donc, nous, concrètement, ça a changé notre manière d'aborder les projets industriels. Avant, un industriel nous appelait souvent pour une question assez simple, c'est réduire sa consommation d'eau et être conforme réglementairement. Et aujourd'hui, ben, on lui pose une question un peu différente, c'est quoi votre impact sur le cycle de l'eau et sur votre territoire? Et la réponse, elle n'est pas toujours intuitive, quoi. Par exemple, comme le disait Charlène, hein, on peut pas penser enfin, par exemple, on pourrait penser que reboucler de l'eau dans une usine, c'est toujours vertueux. Mais en fait, dans certains cas, ça ne l'est pas parce qu'on va consommer, on va évaporer et donc cette consommation, elle n'est pas forcément OK sur le territoire. Et donc, c'est vraiment, ça va vraiment dépendre, la bonne réponse va dépendre du territoire et finalement des usages. Donc, on a vraiment changé notre approche. On a démarré et ça marche plutôt bien. Euh, on a commencé à travailler avec des outils pour identifier en fait à quel niveau de risque hydrique, que ce soit quantitatif ou qualitatif, ben, un site industriel est. Et puis on a élargi notre approche aussi, donc avec également la télérelève, pour pouvoir comprendre les usages dans une usine, mais même au-delà. Donc, on va aussi travailler avec nos partenaires sur leurs procédés et vraiment leur poser leurs questions sur les usages. Comme le disait tout à l'heure Charlène, c'est vraiment est-ce qu'on a besoin d'eau ici? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser autre chose? Est-ce qu'on peut, et on va très loin, c'est parce on va étudier également les fiches techniques de leurs produits qu'ils utilisent par exemple pour nettoyer, les produits lessiviels, les produits de nettoyage en place. Et en fait, on va les accompagner pour qu'ils les changent, pour que ça soit, par exemple, plus facile à traiter, pour ensuite pouvoir reboucler si on a besoin de reboucler. Parce que bah, c'est physique, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, si on peut éviter certaines molécules dès le départ, bah, ça simplifie les choses. Et l'idée, bah, du coup, elle est simple, c'est adapter le process aux ressources du territoire plutôt que d'adapter les ressources au process. Voilà. C'est un peu ça l'idée aussi. Donc, suite à toutes ces réflexions, ça a aussi créé des choses très concrètes, hein, parce que nous, aujourd'hui, on travaille avec des alumni du parcours, hein, SVR pour pas les citer, et on travaille avec eux avec comme objectif d'avoir une usine sans rejet liquide, parce qu'aujourd'hui, on estime et on a pu estimer que les rejets avaient plus d'impact que de reboucler complètement. Et donc, on travaille avec eux là-dessus et la réutilisation des eaux de pluie, etc. Donc, c'est né vraiment d'une discussion pendant la CEC et, et en fait, c'est exactement ce type d'expérimentation collective qui nous permet d'avancer, même dans notre réflexion et, et d'aller plus loin. Et Merci. puis aussi, dans notre feuille de route, on a beaucoup travaillé sur l'idée de la transmission. Donc, effectivement, il faut suivre, il faut s'interroger sur cette question-là parce je me rends compte qu'on ne connaît pas bien l'eau. Et Charlène a ses cours avec Sator. Moi, je donne des cours à Ecologica à Lyon. Très belle école aussi. Parce que comprendre le cycle de l'eau, hein, c'est aussi changer de regard sur le vivant. C'est vraiment très important. Et juste pour conclure, et après je laisse la parole. La CEC, elle nous a appris quelque chose de vraiment important, c'est l'humilité, hein. Bah, la nature, elle a pour le coup plusieurs milliards d'années d'ingénierie derrière elle.
Et finalement, notre rôle, c'est probablement pas de la remplacer, mais plutôt de réapprendre à travailler avec elle. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long, Yves, et que j'ai tenu les temps. Parfait, merci, c'était parfait. J'avais noté sur mon agenda 33 à 40 et il est pile poil 13h40. Bravo, Caroline. J'ai noté, j'ai retenu adapter les ressources au territoire plutôt que d'adapter le territoire aux ressources. Merci pour ton témoignage. On va passer à Laure. Laure, tu es dirigeante, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Tu es Je suis la là. dirigeante de Lavomatic. Alors, je vais te laisser te présenter et présenter ton entreprise, mais je me disais, Lavomatic, c'est un peu comme Sopalin, quoi. C'est un mot qui est devenu, une marque qui est devenue presque un nom commun. Donc, dis-nous un peu quels sont les enjeux de l'eau et de la biodiversité chez toi, dans ton entreprise. Merci. Alors, tout à fait, effectivement. Et pour la petite histoire, tout s'appelle Lavomatic parce que la première entreprise qui importait le matériel dans les années 60 s'appelait Lavomatic. Et donc, au début, tout le monde s'est appelé Lavomatic, mais depuis, la grande majorité de mes confrères ont changé de nom, mais on va toujours au Lavomatic. Effectivement. Donc, entreprise de 22 personnes sur Rouen. Et notre métier, je le présente comme je le présente depuis la CEC, notre métier, c'est de préserver le textile. Nos outils de production, c'est la laverie libre-service et le pressing. Et donc, vous comprendrez bien que l'eau est un enjeu pour nous, puisque le premier solvant pour tout ce qu'on fait, c'est l'eau. Donc, du coup, moi, j'ai pris, alors je serais presque à 110% d'accord avec tout ce qu'a dit Raled avant. Il y a des tas de mots qu'il a utilisés où ça fait tellement écho et voilà, enfin, c'est toujours un vrai plaisir de vivre et de parler avec des alumni CEC parce que ça fait vraiment beaucoup de bien. Euh, moi, ça a été une claque, la biodive, pour le coup, à la CEC. Alors, j'ai pris plein de claques à la CEC, mais particulièrement la biodiversité. Et on a construit la feuille de route justement en se disant que, en fait, on a zéro connaissance sur le sujet. Et dans notre tout premier levier de la feuille de route, ça a été de remettre entre guillemets du bon sens paysan. Donc, notre premier levier, c'est remettre du pourquoi au sein de tout ce qu'on fait. Et dans le pourquoi, il y a la connaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, l'eau, je l'utilise pour laver. J'ai appris le cycle de l'eau en SVT à l'école. D'ailleurs, sur les premiers cours du cours Sator de Charlène, je m'aperçois qu'on n'a rien appris sur l'eau à l'école. Et du coup, c'est venu un petit peu, nous, si je dois finalement rebondir sur ce que Raled disait en complément, nous, on est justement l'entreprise qui cherche à comprendre l'impact qu'elle a sur l'eau et comment on peut nous agir pour faire en sorte qu'elle supporte le vivant. De la même manière qu'on se dit aujourd'hui qu'on n'est plus des nettoyeurs, mais plutôt un coopérateur de l'ensemble de la filière textile qui doit supporter la santé, le confort et la soutenabilité du vivant. Et donc, du coup, on se dit, à chaque fois que j'ai une machine à laver qui tourne dans une de mes laveries, il y a en moyenne 70 à 90 litres d'eau potable qui partent dans les égouts. Et parce qu'on est des gens sympas, elle part pas sans rien. Elle part avec des microplastiques, elle part avec des polluants, elle part avec des microfibres, etc. Et donc, dans notre premier levier, sur ce sujet du pourquoi en trois dimensions, donc économique, environnemental et social, on a justement cette question de réduire au maximum la pression sur nos écosystèmes au sens large et en particularité sur l'eau. Et nous, pour ça, on est rentré comment dire, dans le parcours des entreprises engagées pour la nature parce on ne sait tellement rien que je veux absolument faire des choses, mais je me suis et c'est tout le grand bien de la CEC, c'est qu'on passe de ah oui, mais je suis hyper motivée pour faire des choses. Bon, déjà, je comprends que je ne savais pas. Et ensuite, après, finalement, il y a d'autres gens autour de nous et on peut faire des choses. Et c'est là où la CEC est géniale, c'est que on se sent tellement moins seul que le sujet, c'est maintenant de se dire, il y a plein de gens qui existent déjà en France, dont le métier est déjà de porter depuis des dizaines d'années ces sujets-là et qui en plus accessoirement sont accessibles de manière gratuite pour peu qu'on veuille les contacter. Et du coup, là, on est rentré dans ce parcours. Et typiquement, on a travaillé nos dépendances et nos impacts. Et la dépendance en eau, elle est évidemment majeure chez nous. Et donc, on a commencé à construire notre plan d'action pour essayer de réduire effectivement je cherche mon mot, cette contrainte, enfin voilà, ouais, vraiment cette contrainte sur nos écosystèmes. Et là, du coup, ma difficulté, et je vais reprendre le terme systémique, alors c'est une difficulté, c'est en même temps
hyper passionnant de raisonner systémique, mais tellement riche et c'est kiffant de raisonner systémique et de sortir de ces silos. Par contre, c'est vertigineux parce que on doit connaître tellement de choses et comprendre tellement d'impacts croisés que ça en devient hyper, enfin c'est et super, ça porte et en même temps c'est ce qui est ma plus grande difficulté aujourd'hui. Et je vais prendre un exemple très concret. On travaille avec l'agence de l'eau en Normandie justement. J'ai réussi enfin on a monté un dossier pour pouvoir travailler une étude sur justement un circuit d'eau, enfin être en circuit fermé sur une de nos laveries. Alors sachant que notre particularité c'est qu'il faut construire le système de traitement dans une cave d'un bâtiment qui doit avoir 200 ans. Donc, mais du coup, pour effectivement potentiellement être en circuit fermé ou quasi fermé sur l'eau, et donc en avançant là-dessus, moi qui suis une grande ignorante, et ben, les questions que je me pose, c'est est-ce que mon enjeu, il est vraiment d'arrêter de puiser dans l'eau, de la mettre en circuit fermé avec tout ce que ça peut impacter dans le traitement de cette eau, etc. Ou est-ce que mon enjeu en tant qu'entreprise, il est de rendre une eau propre, c'est-à-dire d'arrêter les micropolluants, ce qui ne sont pas du tout en termes de dimensionnement, surtout pour une entreprise comme la nôtre, qui est toute une petite entreprise, en termes de dimensionnement de projet, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, et c'est vrai pour l'eau comme pour plein d'autres sujets, autour de la biodiversité notamment, mais de bilan carbone, etc., euh, quelle est la bonne question? C'est d'arriver à trouver la bonne question à se poser pour pas être plus royaliste que le roi non plus et se rendre compte que toutes les décisions qu'on prend, en pensant être vertueux, il y a des fois où on est contre-productif. Donc, c'est le bon niveau de connaissance. Une autre de mes difficultés, mais qui est aussi hyper porteuse, c'est ça, c'est de pouvoir donner le bon niveau de connaissance d'abord chez nous en interne pour travailler nos process et se poser la question à chaque fois qu'on utilise de l'eau, pourquoi on l'utilise et de l'utiliser comme quelque chose de très précieux. Et ça, c'est très en interne sur nos process. Et là, autre question très complexe. Par exemple, les machines à laver. Tout le monde va me dire change de machine à laver parce que les nouvelles consomment 30 à 40% moins d'eau. Mais ma vraie question, c'est qu'il y a l'aval, il y a l'in situ, il y a l'amont, l'in situ et l'aval. La question de la fabrication d'une nouvelle machine à laver, elle mettra combien de temps à s'amortir cette consommation d'eau pour fabriquer cette machine à laver comparativement à la mienne qui a déjà 15 ans, que parce qu'on a un service de maintenance, on la démonte régulièrement, on l'entretient régulièrement. Certes, elle consomme un peu plus d'eau, mais du coup, est-ce que vraiment la solution, c'est de changer pour une neuve? Voilà, donc parce qu'Angela nous disait de parler de nos problématiques, voilà, il y a moi, pour moi, alors c'est en même temps hyper enthousiasmant. Ça peut être très fatigant pour mes équipes, je crois, des fois, mais c'est toutes ces questions, la juste question. Et du coup, comment trouver la juste bonne réponse à l'instant T, parce qu'on sait très bien que c'est qu'à un moment précis, mais pour nous permettre de préserver tout ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laure. Merci pour ton témoignage. Déjà, merci d'avoir un peu interrompu tes vacances pour être connecté ce midi avec nous. Il faut quand même le signaler. Et tu as Avec parlé plaisir. effectivement de la démarche entreprise engagée pour la nature, qui est une reconnaissance que propose l'Office français de la biodiversité. Et la CEC est une initiative passerelle qui permet d'aller assez naturellement vers une reconnaissance EN et accélérer ces enjeux de biodiversité en travaillant sur des fameuses matrices que tu l'as dit, de dépendance, d'impact et de risque et d'opportunité pour comprendre son lien au vivant. Merci beaucoup, Laure. On va, comme le temps nous presse un peu, on va vous inviter peut-être à poser des questions, et peut-être soit dans le chat, soit vous levez la main via le petit système qu'il y a sur Zoom, et puis vous posez votre question, et Charlène peut nous répondre, parce que Charlène, tu es toujours avec nous. Peut-être, Yves, il y avait une Vas-y. question, et c'est vrai que Khaled a commencé à répondre dans le chat, mais qui est revenu assez souvent sur boucle fermée, boucle ouverte. Et je crois qu'on a de l'humilité à avoir aussi sur cette question. Charlène, est-ce que toi, tu as un rebond, une mise en perspective sur ce sujet-là pour le challenge pour les entreprises ouvertes ou fermées? Oui, merci. Je viens de répondre à la question. Je suis globalement d'accord par ce qui a été dit par Khaled dans le chat. En fait, ça dépend de quoi on parle. Les boucles fermées, il y a les boucles fermées et il y a, je dirais, la reuse en tant que telle, la réutilisation des eaux usées traitées issues d'une station d'épuration, par exemple. C'est vraiment deux choses différentes. Dans les deux cas, ce qui me semble important de comprendre, c'est que il y a cette question quand on est en milieu continental, donc au niveau des rivières, ce qu'on ne rejette pas dans le milieu en été peut être préjudiciable parce que du coup, les rejets font ce qu'on appelle un soutien à l'étiage des cours d'eau. Donc si on le supprime,
il y a moins d'eau dans les rivières. Donc c'est là l'effet négatif se voit là. Et puis il y a la question des boues de traitement. Une fois plus on recycle, plus on accumule ce que disait Khaled, des bouts en fait qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. La plupart aujourd'hui le rejettent directement dans le milieu, donc la pollution en fait est transférée d'amont en aval. Donc c'est ou rejoint une autre filière, mais c'est très délicat en fait. Donc je dis pas, je suis vraiment pas contre. Je pense que c'est important de se poser des bonnes questions et juste encore une fois, je redis ce qu'a dit Laure, avoir cette vision systémique de, OK, cette solution, elle permet de répondre à ça, mais est-ce qu'elle a des effets aussi collatéraux sur les hydrosystèmes? Merci Ouais, pour cette réponse. si je peux compléter ce que dit Charlène aussi, c'est vraiment la première question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que je me situe avec mon entreprise, mon usine, mon usage dans mon écosystème? Où est-ce que je prélève? Est-ce que je prélève dans une nappe phréatique profonde? Est-ce que je prélève dans une nappe alluvionnaire? Où est-ce que je prélève pour savoir quel est mon impact sur le cycle de l'eau? Donc, par exemple, la question de reboucler dans une usine, si on prend l'exemple où on prélève profondément dans des nappes où le cycle de l'eau est beaucoup plus long. Là, pour le coup, on peut se poser la question de est-ce que c'est intéressant de reboucler ou pas. Et voir aussi quelles sont les autres eaux alternatives qu'on peut utiliser. Et le mieux, c'est effectivement réinterroger le process. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà. Merci, Khaled. Merci. Peut-être Vas-y, encore peut-être une la dernière question? question? Ouais, Ouais. une petite question rapide, je vois, qui est arrivée sur le chat. Quel est votre avis, Charlène, sur les process de désalinisation? Bonne ou mauvaise idée? J'ai l'impression que la réponse, elle est déjà dans la réaction de ce message, parce qu'il y a un petit poisson qu'on voit. Et c'est vrai que les process industriels de désalinisation sont très nocifs pour les herbiers marins. Et parce que les eaux rejetées sont des mélanges de saumure, donc des eaux très concentrées en sel, qui déciment les herbiers et donc sont très nocifs pour nos puits de carbone naturels. Et ensuite, encore une fois, ces solutions à très grande échelle sont très énergivores, beaucoup plus que les procédés de traitement de l'eau potable conventionnelle. Donc, dans son application industrielle, une maladaptation, claire. Ok, bah merci pour ça. Eric, tu reprends la suite? Merci à tous. Ouais, je reprends. Merci, on va tenir le timing. Et on avait parlé de frustration, donc c'est bon signe. Merci pour votre présence parce que c'est assez remarquable la présence qui est restée sur ce webinaire. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment il y a eu beaucoup d'expressions pépites, beaucoup d'humilité aussi dans les interventions. On voit qu'il y a de la complexité parce qu'on est sur des solutions à trouver en système et donc coopérons tous ensemble. Il y avait une question dans le chat sur des mises en relation entre entreprises de la CEC. Donc, vous allez avoir très bientôt accès à l'espace membre pour tous les alumni de la CEC avec une cartographie et un annuaire de toutes les entreprises à travers la France. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir toutes ces mises en contact. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et c'est vrai que moi, je fais le rêve qu'il y ait encore plein d'entreprises en plus qui suivent des parcours CEC pour on parle tous le même langage. Parce qu'en coopération, on peut vraiment trouver les solutions, surtout sur ces problématiques complexes. Donc, merci pour votre implication. On termine deux derniers messages. Le premier, n'hésitez pas, encore une fois, à envoyer dans les parcours CEC. Vous voyez ces très beaux territoires de France. Plus on a des entreprises engagées dans la société, engagées pour la nature, plus on peut commencer à faire une différence tous ensemble. Donc, merci pour votre implication. Et puis, rendez-vous dans un mois avec ici, vous avez le programme des jeudis de la CEC. Tous les sujets sont passionnants. Dans un mois, on va parler de mobiliser en interne dans les entreprises vers la régénération. Donc, c'est un enjeu pour tous les dirigeants de ne pas se sentir seuls sur ces sujets, seuls avec la direction RSE. Et donc, on aura notamment 4 partenaires pour aussi travailler ce sujet en écosystème, donc avec GenAct, The Week, 2 tonnes et les collectifs, voir comment avoir une mobilisation générale de tous les employés pour faire projet d'entreprise. Donc, ça sera le programme du 9 avril. Et pour terminer, notre dernière tradition dans le timing, c'est avec quoi vous repartez de ces 55 minutes sur le thème de l'eau. Et si vous pouvez mettre une petite phrase dans le chat, ça nous donnera de la bonne énergie pour lancer l'après-midi.
Et encore un grand merci à nos intervenants. Et puis, il y a évidemment un droit de suite chacun dans nos activités et comme citoyens aussi. Donc, merci de nous mettre vos pépites dans le chat et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour ces témoignages. Charlène, tu nous as inspirés. Merci à vous, merci pour ces retours. On retient l'expression de ville éponge aussi, hein. Tu nous as marqué tout à l'heure, passer de ville entonnoir à ville éponge. C'est tout un programme politique. Jusqu'au territoire éponge, ça c'est vraiment l'ambition forte. Une France éponge, ce sera Une encore mieux. France éponge. Allez, ben, on va clore ce webinaire France éponge. Il faudra expliquer quand même, hein, ça ressemble à un slogan, mais puis si on pourrait avoir une Europe éponge, ça serait encore mieux même, hein. Une planète éponge, c'est vrai. Les castors sont très présents aussi, ils n'ont pas été oubliés. C'est une planète éponge et puis plein de castors dans les rivières. Et j'ai pas parlé des zones humides, mais les zones humides sont nos principales éponges naturelles qui sont formées par le castor, justement. Tu as marqué des esprits aussi avec la banqueroute de l'eau, même si tu as relativisé cette métaphore. Merci à tout le monde. Et ben, on va clore ce webinaire. Moi, je vous laisse aussi. Et merci. Transformez bien dans vos entreprises. Merci à tous les alumni.